Alors, je vais maintenant passer à la deuxième partie qui est sur sa ligne politique, la ligne politique de égalité et réconciliation. Voilà. Alors, il y a plein de points différents que ce parti dit et plein de thèmes qui le mettent en place. Il y a un côté d'abord antiféministe. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais je crois que il y a un bouquin qui a été écrit par Soral où il explique justement que le monde devient trop femme. Alors, il faudrait qu'on explique qu'est-ce que c'est qu'une femme et qu'est-ce qui fait qu'on devient trop femme ou trop féministe, et que du coup, on perd de la virilité, on perd un équilibre, comme s'il pouvait y avoir un équilibre. On ne définit jamais d'ailleurs ce que c'est qu'un homme ou une femme, mais bon, un autre problème. Je ne vais pas rester longtemps là-dessus parce que c'est pas des points importants. Il y a aussi une partie anti-handicap. Voilà, on verra par exemple Alain Soral qui va être le seul sur la Terre à se plaindre du fait qu'on parle et qu'on voit de l'handisport à la télévision. Euh, voilà, bref, j'ai même pas envie d'en parler tellement c'est pas débile. On va se focaliser un petit peu sur les autres points importants. Un des points importants en fait de Soral, c'est le complotisme. Alors, quand on regarde l'histoire du complotisme et qu'on réfléchit un petit peu à ce que c'est que le sentiment de complot, on se rend compte que c'est toujours des gens qui sont à l'extrême droite. Et en fait, le- la peur du complot, c'est fondamental à l'extrême droite. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'extrême droite, qu'est-ce que c'est? L'extrême droite, c'est très difficile à expliquer et à définir, mais on remarque une ligne qui est très forte au sein de l'extrême droite, c'est de se dire que les problèmes viennent d'un groupe de personnes. Quand on regarde l'histoire de l'extrême droite, ça vient au départ des protestants, puis ça vient il y a eu des juifs, le problème c'est les immigrés, le problème c'est les francs-maçons, le problème c'est je sais pas quoi, et en fait, une des caractéristiques fortes de l'extrême droite, c'est de personnifier les problèmes politiques. C'est-à-dire que le problème politique, avant tout, c'est le problème d'une personne, ou d'une communauté, ou d'un type de personne, qui évidemment n'est pas vous. Et qu'est-ce que c'est que le complotisme? C'est dire qu'à la fin, il y a des gens qui nous gouvernent et qui nous manipulent. Et ces gens-là sont souvent les mêmes d'ailleurs. Alors, un coup c'est le complot judéo-bolchevique, un coup c'est les juifs, un coup c'est les francs-maçons, un coup c'est je ne sais quoi, et les sionistes évidemment, on en reparlera un petit peu après, mais voilà, il faut toujours désigner un coupable. Et c'est assez drôle parce que quand vous parlez avec les complotistes, ils vous expliquent le monde en disant oui, mais vous voyez, derrière il y a les Américains, derrière il y a je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'on répond à ça? On répond, mais l'important n'est pas de savoir qui il y a derrière, c'est est-ce que c'est bien. Exemple concret. Je parlais avec un complotiste qui me disait non mais Thomas, 1905 et la laïcité, c'est un fruit des francs-maçons. Si la laïcité a été mise en place en France, c'est que les francs-maçons voulaient détruire l'église catholique, le pouvoir de l'église catholique, et ils ont réussi leur coup, et quand même, tu peux pas soutenir ça. Il dit, mais m'en fous de savoir qui c'est les francs-maçons ou pas qui ont mis en place la laïcité. Est-ce que c'est bien ou pas la laïcité? Alors oui, mais non, mais. Et c'est toujours comme ça. C'est que on cherche le coupable avant de chercher, le prétendu coupable d'ailleurs, avant de chercher les conséquences politiques. On essaie de savoir qui au lieu de savoir pourquoi et qu'est-ce que ça fait. Moi je suis pour la laïcité, j'ai pas peur de le dire. Pareil pour l'Europe. Ce même mec me disait il n'y a pas longtemps, oui mais tu comprends, l'Europe ça a été fait par les Américains. Et ben, très bien, est-ce que c'est bien l'Europe ou pas? Est-ce qu'on a gagné en croissance avec l'Europe ou pas? Est-ce qu'on a gagné en stabilité politique avec l'Europe ou pas? Est-ce qu'il y a eu des guerres, plus ou moins de guerres, avec l'Europe ou pas? Voilà. Toujours essayer de comprendre les implications du politique avant d'essayer de désigner un coupable. Pas intéressant le coupable. Voilà, donc ça c'était sur le côté communautariste. Et donc voilà, on verra que Dieudonné défend le complot, les gens qui soutiennent entre guillemets enfin, comment dire, qui remettent en cause la thèse des Américains sur le 11 septembre et sur plein d'autres points. Donc l'esprit du complot est très fort. Voilà. Un des grands points en fait importants aussi de la ligne politique de Alain Soral, c'est ce qu'il appelle le mondialisme. Et d'ailleurs c'est un thème qui est repris par toute l'extrême droite aujourd'hui, ce mot mondialisme, il faudrait réfléchir là-dessus, ça s'oppose à la mondialisation qui est un processus, en disant que le mondialisme est une idéologie. Il y a des gens qui voudraient l'idéologie mondialiste. C'est un point qui est très pernicieux parce que la gauche ne sait pas répondre aujourd'hui à la mondialisation et au mondialisme. Effectivement, il y a une mondialisation qui s'est mise en place depuis quelques années, depuis les années 80, même en fait la mondialisation a toujours existé, on va dire qu'il y a eu un boom de la mondialisation économique dans les années 80. À cette mondialisation économique, il y a eu une mondialisation culturelle. Aujourd'hui, on achète des produits qui ne sont pas français, on consomme d'autres pays, on travaille pour d'autres pays, et effectivement, il y a une question, une perte de repères
par la mondialisation qui est très très forte. Il faudra en revenir pendant des années, mais la gauche est plus capable aujourd'hui d'y répondre vraiment. Ce qu'il faut cerner, ce qu'il faut dire, à mon avis, répondre à la mondialisation, c'est pas le repli sur soi. Ça, c'est la thèse du Front National, de l'extrême droite et d'une partie de la gauche, il faut le dire, je pense à Montebourg, même si je considère évidemment que Montebourg n'est pas d'extrême droite, mais il y a une partie de ces personnes-là qui disent, face à la mondialisation, il faut le repli, il faut le retour sur ça, il faut le produire français, consommer français, il faut fermer les frontières. Ça, j'y crois pas. Ce que doit répondre la gauche, et une grande partie de la gauche y répond aussi, c'est dire, attention, oui, il y a de la mondialisation, attention à la mondialisation économique est un problème, et il faut recréer des règles du jeu. Il faut par exemple, sur les frontières économiques, faire ce qu'on appelle j'ai oublié le nom évidemment, des taxes plus justes. C'est-à-dire qu'aux frontières de l'Europe, dire, bah attendez, si c'est un produit chinois, on le taxe à, je sais pas, 10% parce qu'on n'est pas capable de vérifier si ça n'a pas été fait par des enfants ou dans des conditions sociales problématiques. Si on importe je sais pas quoi, des diamants d'un pays africain, alors attention, il y a des réseaux mafieux, du coup on taxe à un taux plus fort. Par contre, si on se rend compte que le maïs qu'on importe de tel pays respecte les droits de l'homme, respecte les droits syndicaux, respecte des questions écologiques, alors là on baisse la taxe et dans ce cas-là on peut permettre d'importer. Ce qu'il faut, c'est recréer des règles à un niveau qui ne peut plus être national, qui doit être supranational, européen. Européen à mon avis, et un jour mondial. Il faut quand même se rappeler que l'économie aujourd'hui, elle est mondiale. Qu'on le veuille ou non, l'OMC, c'est un truc mondial. Elle n'est pas démocratique, elle n'est pas plein de problèmes, mais voilà. À cette économie mondiale, on n'a pas de politique mondiale. Et ça fait peur. C'est ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial, ce que les gens appellent le nouvel ordre mondial, qui serait vraiment un problème. Moi, je ne suis pas contre justement ce nouvel ordre mondial, s'il est démocratique, bien évidemment, et s'il est fait pour servir l'homme. C'est ça qu'il faut comprendre et c'est ça qu'il faut mettre en place. Et ce qu'il faut, c'est demander de la démocratie à l'ONU, de la démocratie à l'OMC, de la démocratie en Europe et des droits pour ces pays-là. De toute façon, il y a un point qui va très vite nous rattraper, c'est l'écologie. L'écologie, qu'on le veuille ou non, elle est mondiale. C'est-à-dire que si demain en Belgique il y a une usine nucléaire qui explose, et ben, le nuage de radiation il va en France. Voilà, il ne s'arrête pas à la frontière. Et on peut sortir de l'Europe, on peut sortir de ce qu'on veut, l'écologie elle est mondiale. Et du coup on a besoin de règles écologistes internationales. Voilà. Et donc il va falloir penser à un État mondial. Et ça fait très très peur à énormément de monde, et je crois qu'il faut savoir répondre à cette peur-là. Pas comme un retour sur soi, mais justement comme des nouvelles règles du jeu, des nouvelles protections et des nouvelles lois internationales. Voilà, sur cette deuxième partie, qu'est-ce que j'oublie? J'oublie évidemment la partie importante, qui est la partie du sionisme. Alors, qu'est-ce que c'est que le sionisme? C'est marrant, c'est quand vous demandez à un mec en soirée qu'est-ce que c'est pour lui le sionisme, la plupart des gens ne sont pas capables de répondre. Ou bien on vous répond en premier lieu, non mais attends, je suis pas antisémite, je suis anti-sioniste. Pour ça, je t'ai demandé, la question c'était qu'est-ce que c'est que l'antisionisme? Le mec te répond à côté. Je crois que d'abord et avant toute chose, les antisionistes, enfin ceux qui se disent antisionistes, veulent se dire, on pourrait se demander pourquoi, avant tout non antisémite, avant de se dire antisioniste. C'est-à-dire que les gens ne sont pas capables de définir ce qu'est que l'antisionisme. Alors, qu'est-ce que c'est que le sionisme? C'est un peu long, un peu compliqué, la définition est compliquée à avoir, mais on peut dire qu'un des grands penseurs du sionisme, c'est Theodor Herzl, qui voulait donc un État pour les Juifs, qui se situait d'ailleurs au Paraguay et pas en Israël, et qui voulait un État laïque, enfin, d'ailleurs un État laïque, c'est un peu plus compliqué que ça, mais voilà. La question c'est que cet État, il existe, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, il existe. Alors qu'est-ce que c'est qu'être antisioniste quand on a un État, quand le sionisme a réussi et que le sionisme existe? Est-ce que c'est, comme le veut Ahmadinejad, mettre une bombe nucléaire sur Israël en disant ben voilà, je suis antisioniste, je suis contre la création d'un État d'Israël, et donc je pense qu'il faut raser l'État. C'est une position politique qui se tient. Mais évidemment, ces gens qui disent antisionisme disent non pas cette ligne-là, ils disent non, c'est plus compliqué que ça l'antisionisme, Thomas tu comprends, c'est aussi une doctrine politique. Ah, bon, très bien, quelle doctrine politique? En quoi c'est une idéologie? Oui, c'est refuser la colonisation. Alors là, tout à fait, je suis tout à fait d'accord.
Israël est un État colonialiste, il faut casser cette politique colonialiste et il faut revenir aux frontières qu'avait proposé l'ONU à ses débuts. Frontières que n'a jamais respecté Israël, ce qui est un vrai problème politique en Israël. Mais c'est quoi l'antisionisme si c'est autre chose qu'un anticolonialiste? Oui, mais c'est compliqué, c'est aussi une théorie économique. Alors là, quand on me demande de parler d'économie aux antisionistes, c'est toujours un peu la blague. Très vite, au bout d'un moment, les mecs vous sortent oui, mais quand même, à la fin, c'est quand même toujours les mêmes qui détiennent les pouvoirs de l'argent et des médias, et voilà, et on rentre dans le complot. En fait, qu'est-ce que c'est que l'antisionisme pour Soral et pour ces gens-là? C'est trois choses. C'est le refus de la politique colonialiste d'Israël, une part de complotisme anti-juif, il faut le dire, voilà, qui est masqué, qui est machin, on l'appelle pas juif, on l'appelle la communauté organisée ou des trucs comme ça, enfin bref. Voilà. Et troisième point, une doctrine économique sombre et inexpliquée, qui est toujours sur Roland de théorie complotiste. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette embrouille politique, cette non-définition de l'antisionisme, elle est politique, elle est voulue. C'est-à-dire que si on s'attaquait juste au colonialisme d'Israël, qui est un vrai problème, alors on pourrait répondre quelque chose d'intelligent. Mais il y a un choix qui a été fait par les dirigeants de Égalité et Réconciliation et tous ceux qui se disent antisionistes, c'est justement de mélanger toutes ces formes de politique pour créer quelque chose d'un peu flou qui veut un peu tout dire et rien dire, afin de ne pas parler des vrais problèmes spécifiques. Les problèmes spécifiques, c'est pas une idéologie, l'antisionisme, c'est une volonté politique de dire qu'il y a un problème qui est différent que celui du colonialisme pur, et qui a des ressorts qui sont pas très explicables aujourd'hui. Voilà, ça c'était important de le dire, je ne sais pas si j'étais très très clair. Voilà. Et voilà. Et donc, qu'est-ce que cherchent les antisémites? C'est qu'on les attaque sur le fait de je suis antisémite, non je suis pas antisémite. Moi je crois qu'il faut rentrer dans leur jeu et leur dire très bien, je crois que tu n'es pas antisémite. Est-ce qu'ils le sont ou pas? Pas à nous de les juger. Je pense à eux de se définir ou pas antisémite ou pas, même si qui mangent, je pense qu'ils le sont un petit peu. Ils veulent qu'on rentre dans ce débat-là. Alors, ne rentrons pas dans ce débat-là. Faisons leur confiance, pensons qu'ils ne sont pas antisémites, et laissons-leur parler, laissons-leur expliquer ce que c'est que l'antisionisme, et voyons un peu les faits. Et donc là, je vais reparler maintenant dans la troisième partie du réseau Dieudonné et de toute sa bande.